Alors, petit clip d'intro. Salut à tous, bonjour le peuple, et merci d'être tombé sur ma vidéo et de la regarder hein, en entier. Alors là, je suis dans le montage, j'ai utilisé une nouvelle caméra, c'est un peu le bordel, c'est trop long comme d'hab. Je vais un peu couper dans l'unboxing, finalement, on s'en fout. Hein. Voilà, comme d'hab, l'aspect est un petit peu. C'est pratiquement du rush. Le montage me pète les couilles au plus haut point, donc ça va être. Il est là, hein, ça va être pas du vite fait bien fait, mais vraiment pour aller à l'essentiel. Pas commencer à mettre des effets partout et des machins. Voilà, je suis pas monteur vidéo ni youtubeur, hein, comme je tiens toujours à le préciser. Euh, L'essentiel c'est que ça aide. Enfin, que ça aide. Ouais, je suis pas non plus dans la charité, tu m'as compris, mais je veux dire. Principal, c'est que ça serve aux personnes qui ont cette question, enfin, une question précise vis-à-vis d'un instrument ou d'autre chose, hein, d'un fret dress comme ma dernière vidéo, ou enfin bref, une question précise et qu'ils aient une réponse en français. Parce que c'est un peu le souci ici, c'est que cette passe n'a pas de vidéo francophone, ou très peu, et en tout cas pas pour le sujet principal ici, qui est ce passif buffer, donc le contrôle de tonalité passif. Donc voilà, petite intro parce que finalement je fais tellement de rushs différents, enfin tellement, je fais des rushs différents, je sais plus où j'en suis et je me rends compte que voilà, je n'ai pas d'intro et je dis ni bonjour ni au revoir, tu vois. Enfin, je dis au revoir un peu quand même, mais je dis pas bonjour. Donc voilà, bonjour, ça va. Et ouais, vous étonnez pas si je coupe un peu comme une merde, des fois au milieu des plans. L'essentiel c'est d'essayer d'arriver assez vite au sujet, hein. Pas comme je fais maintenant euh, à l'instant. Ça me prend 2 minutes 30 pour t'expliquer que je fais de la merde. Donc voilà, bah, bon visionnage. Et voilà, ça s'est tourné au GSM, hein. C'est vite fait pendant le montage que je me rends compte. Et voilà, j'espère qu'il y aura quand même une petite meilleure qualité, une petite quality improvement avec la caméra que j'ai utilisée. Le son, de toute façon, c'est le plus important, et lui, il est enregistré toujours via le PC. Bon visionnage. Voilà, petit zoom. Ouh. Alors là, ce que j'ai vu, c'est beau. Ouf. Oh merde, je pensais que ça allait être plus moche que ça. Putain, le mec, il. Waouh, 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 oui. Oh putain, ouais. Ah, franchement, là, je sais pas si on voit à la cam. Là, le petit écartement de la tirette, juste le. Donc, c'est Transparent Wine Burst. Donc, un dégradé de vin transparent. Ça veut rien dire en français. Alors, je sais pas si on voit bien là, mais c'est très très beau. Putain. Ah ouais. Ok, ok, ok. Et on va l'admirer 2 secondes. Le but ici, c'est pas tant d'admirer le unboxing, on s'en fout, mais c'est plutôt. Je suis désolé pour la lumière qui est pas top, j'ai très peu de lumière. C'est plutôt d'avoir ma réaction vis-à-vis de la finition, qui, comme je le disais, peut varier énormément en fonction du bois. Alors, le wine transparent ou le wine burst, là, enfin, là, cette finition rouge qui se dégrade vers un rouge un peu plus foncé, elle est très très belle. Très très belle. Maintenant, je vais faire la grenouille. Bon, la rampe, sur les photos, j'avais déjà vu, la rampe, elle est quand même bien dégueulasse. On va pas se mentir. Ouais. Mais ça s'enlève, hein. Double face. Je sais pas, je suis dans l'angle ou quoi. Tant pis. Non, bah agréablement surpris. Oh, y a des beaux dessins dans les rames, c'est magnifique.
Les cordes, voilà. Je vais pas faire le tour de l'instrument maintenant, parce qu'il y a plein de choses à dire. Donc je voudrais pas que ça dure non plus des plombes, comme toutes mes vidéos. Mais pas mal, hyper satisfait. Je m'attendais à toujours cette petite appréhension du merde, est-ce qu'elle va être aussi bien que ce qu'on voit sur les photos commerciales? Ouais, ouais. Pour le reste, on va voir. On va voir, et je vais faire une petite vidéo pour voir s'il est facile de retirer le cache, la rampe, pardon, quand la rampe a déjà été collée comme ici. Voilà. Et bien à toutes. Voilà, ça fait littéralement 5 minutes que j'ai fait la vidéo de l'unboxing. J'ai même pas joué dessus, j'ai rien fait, elle n'a pas bougé du fauteuil. On va regarder pour cette rampe, parce que cette rampe, je vais pas dire elle n'est pas dans le même bois, j'en sais rien. En tout cas, elle est... Non, je pense pas que ce soit le même bois déjà, c'est pas du Fred. Elle a pas la même finition. C'est plus clair, c'est plus mat. Je sais pas, c'est moche. Donc on va virer ça. Voilà, alors ça c'est toujours une étape un peu chiante. Que ce soit pour enlever un knob ou n'importe quel boulot, surtout sur une basse ou une guitare, quand on doit faire un levier. Donc moi j'aime bien utiliser du papier. Donc bien sûr pas une fine couche, on est d'accord, mais du papier, voilà, une bonne épaisseur. Je sais pas si on verra parce que je connais pas le focus de ce truc, mais voilà, une bonne épaisseur de papier pour bien sûr ne pas abîmer la surface. Et alors celui-là il a pas l'air top, mais un tournevis plat, mais assez précis, mais pas trop petit non plus, parce que là on a quand même une fameuse surface de double face à enlever. Alors peut-être ça va être la galère totale, hein. Ça c'est le mystère. Je m'en fous un peu d'abîmer la rampe, mais je m'en fous pas trop d'abîmer la basse par contre. Ah ouais. Ça c'est la merde, je pense que ça a été collé depuis très longtemps. Alors quand on décolle les double faces, il y a toujours ce petit bruit de pétillement. Quand on l'entend, c'est bon signe. Non, je suis pas sûr que la rampe va s'en tirer totalement indemne. Voilà. Ah, ça sert à rien. Je ne suis pas sûr qu'on voit grand chose à la caméra, mais le but est d'appliquer une force constante et pas de plus en plus fort en fait. Évidemment. La rampe est clairement un peu abîmée, mais je vais être honnête, si vraiment je dois remettre une rampe, j'en ferai une moi-même. Parce que celle-là, j'en ferai pas. Elle est pas ouf quoi. En finition. En finition, en couleur. Un peu en tout. Voilà. Putain. Ok. Donc c'est bien du double facette. Voilà. Alors, on va pas faire le bourrin. Parce que c'est quand même un nouvel instrument. Bon, je compte le garder. Hein, on sait ce que ça veut dire entre musiciens. Mais... Enfin, je compte la garder. C'est pas pour ça que... Enfin, c'est une griffe, je veux dire. Ça va pas m'inquiéter plus que ça, mais... C'est pas non plus le but de la foutre en l'air, alors que j'ai pas encore commencé à jouer avec. Même pas une note. Voilà. Ça laisse des belles traces. Hein. Une chance, ce genre de finition moderne, c'est du polyuréthane. Ouais, je pense. Enfin, oh, c'est joli ça. Une petite découpe pour que le chevalet reste à plat, parce que le corps est un peu incurvé, c'est très beau. Petit détail qui fait beaucoup de choses. Donc je disais, ce genre de finition, on peut travailler à l'acétone dessus, hein. Y a pas de souci. Non, c'est un bois de merde. Donc voilà, donc ça c'est la rampe en question. Je peux la coller à ma main. Voilà, on voit là dans le reflet que c'est pas ouf, hein.
On n'a pas une finition aussi brillante que le corps, c'est limite un peu peau d'orange comme ça. Et la couleur, bof bof quoi. Ouais, nickel ça. C'est autre chose que le GSM. Voilà, je sais pas ce que c'est comme bois, c'est de la merde. De la merde. Voilà, je l'ai pas trop abîmé, un tout petit peu ici, voilà. Le vernis, bon, on te faut rien. Comme quoi, même collée depuis longtemps, elle est assez facile à retirer. Mais voilà, j'ai rien contre une rampe. Parfois j'aime bien jouer avec, parfois j'aime pas jouer avec. Par contre, voilà, celle-là elle est moche quoi. Donc voilà quoi, t'as compris. Voilà, donc le reste va consister à nettoyer les restes de double face, un petit peu d'acétone au pire, c'est nickel. Et après on va faire le tour de la basse. On va faire le tour de la basse ensemble. Et donc je vais pas faire une présentation vraiment en détail de la basse et des sons, parce que je pense que les gens qui vont s'intéresser à cette vidéo et du coup à cette basse en particulier ont sûrement déjà vu les autres vidéos, peut-être en anglais, avec des extraits sonores plus corrects. Et puis Adam Nicky a fait une chouette vidéo où il explique un peu sa basse en détail. Donc je vais revenir sur les caractéristiques principales. Ce que je voulais ici surtout faire, c'était un petit essai son avec ce fameux comment il appelle ça, Adam Nicky, Passive Tone Buffer, je pense. Bref, c'est un réglage de tone comme on a sur une jazz bass, mais dans la cavité que j'ai ouverte ici. Okay, parce que dans toutes les vidéos que j'ai vues, bah, c'est bien joli, mais c'est quand même pour moi un élément assez important. Et finalement, on entend. Enfin, moi j'ai pas trouvé en tout cas de vidéo où quelqu'un explique concrètement et montre, enfin je veux dire montre, on s'est compris, montre où le régler et qu'on puisse entendre la différence de son. Donc on va partir de la tête. Bon, ce qui est super cool déjà, c'est la finition, ce Red Transparent Wine Burst avec le matching headstock, donc la tête qui correspond. Les mécaniques, c'est des Goto, vraiment estampillé Goto, donc c'est pas du fake Goto, c'est du Goto GB707. Je trouve qu'ils auraient pu faire l'effort, c'est pas pour la différence de prix, elles sont pas hyper chères de mettre des GB350, donc la même version mais en light, pour moi ça aurait été un must. Enfin, il faut dire aussi que c'est une basse qui est vendue 2000 €. Alors oui, c'est une somme d'argent, mais ça reste quand même raisonnable pour ce qui est proposé ici. Donc le sillet, j'en ai pas la moindre idée, et honnêtement je m'en fous. En général, Ibanez fait des très bons sillets. Bon, dans les bas de gamme, c'est plutôt du plastique. Quand on monte, c'est plutôt, je pense pas que ce soit du Graphtec, mais en tout cas, c'est du similaire. Manche érable, comme on peut le voir, des block inlays noirs, propre, rien à redire. Le travail des frettes est top, rien à redire non plus. Je veux dire, même sur les bas de gamme Soundgear, c'est déjà très bien. Alors, ce qui est génial, c'est ça. On verra jamais ça, à part sur celle-là, dans la série Soundgear. Le réglage du truss rod à la Music Man, ici. Bon, on ne règle pas tous les jours son truss rod non plus, mais normalement, ça serait quelque chose qui se règle assez souvent, quand on est dans un pays avec des températures qui peuvent varier un peu plus. C'est toujours sympa d'avoir un accès hyper facile, pas devoir aller dévisser là-bas, le petit cache, mettre la clé. Ici, il y a juste une tige à mettre et tourner. Tip top, ça c'est vraiment le must des réglages. En plus, il est ouvert, donc il est accessible tout de suite. La forme du corps, si elle est basée sur la série SR, Soundgear, donc, a été légèrement modifiée. Donc ici, le cutaway ici en dessous est plus large pour un accès plus facile aux aigus. Bon, là, on voit clairement que j'arrive au-dessus de la 24e fret sur le si, sans souci. Et pour le reste, on est sur le body standard d'une Soundgear, à part cette partie-là, la corne, la forme du corps général, la finesse, la basse est assez fine. Elle n'est pas trop lourde non plus, je ne l'ai pas pesée, mais c'est du raisonnable.
Euh, et, très important, enfin, un chevalet, oui, un chevalet hipshot. Moi j'adore ces chevalets, donc c'est un modèle 5A400, si je dis pas de bêtises. Euh, pour moi c'est le must des chevalets, ils sont faciles à régler, celui-là c'est la version laiton, brasse donc. Il y a une version aluminium, c'est une question de goût, de poids aussi. Mais bon, l'aluminium a tendance à faire sonner les cordes de manière un peu plus brillante et les tons un peu plus gras. Et au niveau hardware, ben voilà, on n'est pas. Il n'y a rien de compliqué quoi. Des mécaniques Goto, un chevalet hipshot. Et oui, ça c'est très nul. Les strap-lock, les boutons de strap-lock ici, c'est de la merde. Ils auraient pu mettre un modèle compatible avec les chaleurs, ce que je vais sûrement changer. Oui, et je mentionne, enfin pour moi, ce qui est la chose la plus importante par rapport à toutes les séries Soundgear, parce que bon, le matos, on peut encore le changer, c'est pas quelque chose de. Enfin, le hardware, on peut changer ça soi-même, ou modifier, ou peu importe, ou on pourra avoir une série spéciale qui a des mécaniques particulières. Ce qui est très important ici, c'est qu'on a un espacement de 18 mm au lieu de 16,5 standard sur les Soundgear. Bon, voilà, donc qu'est-ce que. J'ai changé des nouvelles cordes, Elixir, parce que bon, je l'ai acheté, elle était en stock depuis un petit bout de temps dans le magasin. Donc j'ai mis des nouvelles Elixir, rien d'exceptionnel, ça va pas changer le son à mort. Une nouvelle pile, c'est la base. Dans les trucs chiants, on sait pas bypasser le préamp. Ça, je trouve, c'est vraiment. Moi, je fais pas de live, donc à la limite, je m'en fous, mais pour quelqu'un qui fait du live, c'est quelque chose qui peut vraiment être problématique, parce que quand il n'y a plus de pile, bah, il n'y a plus de son. Ça, c'est un peu nul. Un bypass, ça aurait pas été. C'est un push-pull, quoi. Ça aurait pas été la mort, quoi. Enfin, Bartolini, ça arrive souvent qu'ils aient des préamplis qu'on peut pas bypasser. Voilà. Donc là, les cubes, bah, je peux présenter vite fait les cubes, enfin bon, là, on est sur du standard, hein, volume, ça c'est habituel, blend, un switch, 3 positions. La mémoire c'est 250, 400 et 800 Hz. Hein. Treble, aigu, médium et basse. Ça reste assez basique, hein. Je suis pas fan des préamps. Bon, là c'est sympa d'en avoir un. Donc, là je suis flat. L'écu, tout est à midi. Quand même vérifier. Ok, on va pas commencer à chipoter que je trouve ça un peu idiot de présenter un préampli parce que voilà, on sait tout ce que ça fait, ça augmente, ça diminue différentes fréquences. Et en plus en vidéo, avec la compression de YouTube, même si bon, le son est enregistré en DI directement sur Ableton, on n'a jamais le vrai son. Hein. Volume à fond, je ne sais pas pourquoi je le diminuerais. Et le blend sur les deux micros. Donc là, on est dans une configuration tout à fait standard. Je vais quand même essayer de montrer. Voilà, ça se présente comme ça. Alors ça c'est le préampli. Et dessus c'est le contrôle du gain. Donc ça il y a toujours chez Bartolini, ou très souvent en tout cas, c'est pour contrôler le gain de sortie de l'ampli. Et ici, sur le bouton de volume, on voit une petite capacité avec le pot. Un peu naze, comme le bypass, c'est une feature, je vais dire, c'est une chouette, vraiment une chouette option d'avoir ajouté ça, mais pourquoi ne pas avoir fait un bouton étagé avec une bague pour ce contrôle et au-dessus des trebles? Parce qu'en fait le contrôle en lui-même est très intéressant, mais une fois qu'on a refermé la cavité, on ne sait plus y accéder. Bon, on va le foutre au milieu. Ce qui n'est pas facile parce que bien sûr ces petits potentiomètres n'ont pas de point central. Je vais faire un peu de noodling.
voilà, je fais un peu n'importe quoi, j'essaie de jouer sur le grave, les aigus, un peu partout. Maintenant, je vais couper. Voilà. Là, le potentiomètre à l'intérieur, c'est comme si j'avais coupé le tone sans toucher à l'égalisation, donc on est toujours flat. Ok, je traîne pas, parce que sinon on oublie vite le son. Et je vais ouvert à fond. J'ai déjà essayé, attention, beaucoup d'aigus. Donc là, je vais refaire un petit peu en slap, je vais faire ce que je peux aussi. Parce que c'est en slap que c'est vraiment très comment dire, c'est vraiment, on ressent vraiment, enfin on entend vraiment. Mais je vais essayer d'aller très vite, quand même, enfin d'aller très vite dans les changements pour vraiment pouvoir comparer. Donc là, il est complètement fermé. Donc c'est comme si j'avais fermé le tone d'une jazz basse, plus ou moins. Et là, je vais direct à fond, pour qu'on ait bien la différence. C'est très bright, trop bright peut-être. Mais ça rappelle une jazz bass qui est complètement ouverte, en passif, et qui est très brillante aussi. Et au milieu, pour la forme. Voilà. Alors, je me tâte. Je vais quand même faire par acquis de conscience et aussi parce que moi j'aime ça et que je ne le retrouve pas assez souvent dans les vidéos. Je vais quand même faire le micro. Je vais y arriver, hein, le micro chevalet. Je vais quand même faire le micro chevalet en utilisant le tone. Donc encore une fois, je vais couper à fond. Hop, je me dépêche. Là, je vais de nouveau ouvert à fond, toujours, je ne vais pas changer de micro.
Voilà. Voilà, je pense, je vais pas aller beaucoup plus loin dans l'exploration de cette fonction. Je pense que au moins là, il y a au moins une vidéo sur YouTube qui montre vraiment où est ce que j'ai vu beaucoup la question sur les forums anglophones ou francophones. Euh, Comment ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y en a un dedans? Est-ce que c'est vrai? Je sais pas, moi, les gens ils doutent. Alors moi j'aime bien le laisser pour info. Maintenant chacun fait comme il veut. J'aime bien le laisser. Je vais dire, c'est très aléatoire, hein. C'est un petit pote, c'est quasi impossible de jauger. À peu près à 75%, on va dire 3/4. Donc je l'ouvre à fond et je le referme un peu. Ce qui permet d'avoir beaucoup de clarté. Enfin, presque toute la clarté de la basse, même pas trop, pas que ça devienne casse-tête. Tout en ayant la possibilité, bien sûr, avec les culs, de pouvoir retirer des aigus, qui sont pas sur la même fréquence, mais encore une fois, voilà. Ça c'est mon setup. D'autres vont peut-être pouvoir préférer le fermer, ça me paraît plus chelou, mais dans un côté artificiel, ça peut fonctionner. On peut fermer le tone et réouvrir les aigus de manière artificielle, donc booster les aigus. Pourquoi pas? Moi je préfère l'ouvrir, donc on va dire c'est le son entre guillemets naturel de la basse, mais pas à fond, sinon c'est un peu de trop. Et puis venir retirer, si besoin, des aigus avec le bouton, pardon, le bouton des aigus. Voilà, donc ça c'est mon setup. Je vais jouer un peu, et puis je vais jouer un petit peu, cette fois-ci en retirant des aigus avec le préampli, parce que c'est comme ça que j'aime bien la jouer. Là je joue sans retour, je l'ai depuis hier, hein, la vidéo juste avant l'unboxing c'était hier, donc je joue sans retour, mais j'ai pas mal joué avec, donc je sais plus ou moins ce que ça fait en enregistrement, et c'est un peu la config que j'aime bien, 75% sur le pot intérieur, ce tone, ce buffer tone control, machin, autre chose, et tirer un petit peu d'aigu sur l'égalisateur, l'égaliseur, voilà. Là je coupe complètement le treb sur les culs. Voilà. Voilà, donc est-ce que je suis désolé? Oui, je suis un peu désolé pour le côté non professionnel de cette vidéo. Le jeu, enfin là j'ai fait des plus belles démos, j'ai une démo d'une Ibanez SR 3006 où j'ai essayé d'un peu bien jouer, et surtout je parle bas donc ça aide. Mais ici je voulais vraiment expliquer, bon en français je suis désolé parce que les anglophones ne vont pas s'y retrouver, il n'y a pas de vidéo anglophone sur le sujet non plus, donc c'est-à-dire sur ce putain de potentiomètre. Je sais pas, je vais pas me faire chier à refaire la vidéo en anglais ou à la sous-titrer. Tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Ils sont assez pour essayer. Assez nombreux sur YouTube, hein. Je parle pas des gens anglophones. Pas commencer à me casser les couilles non plus. Hein. Voilà, donc bon, pour la présentation de l'instrument plus détaillée et peut-être plus propre et plus pro, mieux filmé, etc., je vous invite à regarder la vidéo d'Adamnity, qui sera produite par Ibanez, hein, quand même. Puis même lui fait des chouettes vidéos. Donc, voilà. Donc je vous laisse regarder la vidéo d'Adamnity qui est super bien foutue. Il présente, en plus il joue beaucoup mieux que moi, hein, on va pas se mentir. Pour ce qui est de la prod et du son et compagnie, machin chouette chose. Par contre, je ne peux que vous remercier d'avoir regardé ma vidéo, et j'espère avoir répondu à la question que beaucoup de gens se posent vis-à-vis de cette basse, enfin beaucoup de gens, ceux qui sont intéressés par cette basse,
parce que finalement elle est pas très médiatisée, et bon, un peu comme toutes les signatures, hein, on va pas se mentir, alors que je pense qu'elle en vaut vraiment le détour. Euh, Vraiment. Reproche, plus gros reproche, c'est d'avoir cette fonction dans le préampli et de devoir ouvrir la cavité pour y accéder. Je l'ai dit, je le redirai, parce que je pense qu'on va constater, j'ai pas de retour, hein, on va constater à l'enregistrement que c'est frappant comme changement, mais on n'y a pas accès. Donc, c'est un peu relou, on va pas se mentir. Donc voilà. Voilà. Il y a un côté un peu pas pro de la vidéo, mais vraiment c'était un peu fait. C'est toujours fait à l'arrache mes vidéos, mais là c'était vraiment le but de présenter euh, cette fonction particulière de la basse. Maintenant, il y a une section commentaires pour les 100 vues que je vais faire. S'il y a deux personnes que ça intéresse d'avoir quelque chose de plus détaillé au niveau du son, ou l'égalisation, je peux le faire. Bon voilà, ma passion c'est pas de faire des vidéos non plus, mais je trouve ça intéressant de partager des choses que les gens ne partagent pas toujours, hein, ou souvent qu'on a en anglais mais pas en français. Euh, voilà, merci d'avoir regardé. J'espère vraiment que ça a pu aider des gens, parce que moi quand j'ai voulu acheter cette base, c'est bien pour ça que je fais cette vidéo, c'est qu'il n'y avait aucune info sur cette fonction. Si ce n'est qu'elle est existante, on n'en sait pas plus. Maintenant, il y aura au moins, j'ai une petite prétention, il y aura au moins une vidéo, la mienne, qui traitera vraiment du son en chipotant directement dans la cavité. Je vous laisse juger du résultat, que j'ai même pas encore entendu, que je vais entendre au montage. Voilà, merci d'avoir regardé, et à plus.